Quand on se lance dans l'investissement immobilier, il n'y a rien de pire que la peur de faire une mauvaise opération. Comment réagir en cas de mauvaise opération immobilière locative? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dire comment est-ce que vous devez, ou en tout cas comment est-ce que je vous recommande de réagir si jamais vous êtes dans l'un de ces cas. Parce que faire une mauvaise opération immobilière locative peut être de plusieurs ressorts, et notamment dans cette vidéo, on va parler de trois choses. On va parler du locataire mauvais payeur, si jamais vous êtes bailleur et que votre locataire ne paye pas bien son loyer. Deuxièmement, si vous avez acheté un bien immobilier qui ne se loue pas. Et troisièmement, qu'est-ce que vous devez faire si vous avez trouvé un bien immobilier qui est loué avec un bon locataire, mais que celui-ci vous coûte de l'argent tous les mois. Je parle bien sûr de votre investissement, pas de votre locataire. Parce que moi, pour tout vous dire, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement immobilier locatif, comme tout le monde, j'en ai commencé à parler un petit peu autour de moi, notamment à mes parents. Et mes parents ont eu une histoire un petit peu douloureuse en termes d'immobilier locatif. Ça ne les a pas empêchés de continuer aujourd'hui. Mais il y a presque 20 ans maintenant, ils avaient acheté un appartement en région parisienne, et dans cet appartement, pendant de nombreuses années, un locataire est resté sans payer, et à coup de frais d'huissier, d'avocat, de justice, etc., eh bien, ils ont quand même réussi à le faire partir, et quand bien même lorsqu'il est parti, il avait complètement détruit l'appartement. Pour information, il y avait eu à l'époque environ 100 000 francs de travaux, donc environ 15 000 euros de travaux de rénovation dans l'appartement, dans un appartement qui faisait environ 60 mètres carrés. Donc dites-vous 15 000 euros de travaux dans 50 mètres carrés, sachant que c'était il y a 25 ans, 20-25 ans, ça représentait une somme quand même assez colossale. Donc moi j'ai appris au travers de leur expérience pour ne pas que ça se reproduise pour mes propres investissements. Mais quand bien même, si jamais demain vous tombez sur un mauvais locataire, voici ce que je vous préconise. Premièrement, on va donc parler de l'écueil du mauvais locataire. Il n'y a pas de fatalité par rapport à ça. Nous sommes en France, nous sommes dans un état de droit, et donc les bailleurs comme les locataires ont des droits. Si les locataires ne respectent pas leurs droits, mais également ne respectent pas leurs devoirs, notamment celui de payer leur loyer, eh bien la justice va mettre en place des mécanismes qui va faire que ce locataire va être réorienté vers des logements moins onéreux en termes de loyer, ou tout simplement des logements sociaux si son profil correspond à ce qui est disponible pour lui en termes de logements sociaux. Mais il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce que vous avez un locataire qui ne paye pas pendant 6 mois qu'il va rester pendant 4-5 ans, qu'il va squatter pendant longtemps. Non, si vous avez un cas avec un locataire qui reste des années, c'est parce que vous, en tant que propriétaire, vous n'avez pas respecté la loi, vous n'avez pas pris le taureau par les cornes pour le mettre dehors. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a une ville, comme par exemple la ville de Marseille, que je connais bien parce qu'avant de venir ici en Nouvelle-Calédonie, alors je vais certes très bientôt revenir en France, mais lorsque j'étais à Marseille, ça m'est arrivé de rencontrer des investisseurs qui avaient des locataires qui ne payaient pas. Eh bien, à la mairie de Marseille, lorsque vous avez un locataire qui ne paye pas, il y a des démarches judiciaires qui s'enclenchent. Mais si la mairie, ou en tout cas la préfecture de police, refuse de recourir à la force publique pour expulser un locataire, eh bien c'est la préfecture elle-même qui va payer une indemnité d'immobilisation auprès du bailleur. Et cette indemnité d'immobilisation, en général, elle est aux alentours de 80% du montant du loyer, charges comprises, exigé. Ce qui veut dire que vous ne récupérez pas votre logement tout de suite, mais on vous verse quand même 80% du loyer, charges comprises, pour votre logement, ce qui vous permet quand même de respirer un petit peu. C'est pas la panacée, c'est pas l'idéal. L'idéal serait que le locataire s'en aille, que vous puissiez récupérer à 100% votre logement pour ensuite remettre un locataire à l'intérieur avec, ici mon tout premier conseil, avec bien sûr une garantie loyer impayé payante ou une garantie loyer impayé gratuite. Et je vais aussi répondre à cette question que l'on m'a posée il y a quelques temps, ça paraît idiot, mais une personne m'avait demandé, j'ai perdu son nom, m'avait demandé est-ce qu'on peut souscrire à une garantie loyer impayé si le locataire est en place et qu'il ne paye pas son loyer? Non, ça paraît ridicule, peut-être que vous êtes en train de rire devant votre vidéo pendant que je vous dis ça, mais non, ça reviendrait à assurer sa maison contre l'incendie pendant que la maison brûle. Non, il n'y a aucune compagnie d'assurance qui vous couvrira contre ça. Également, je me permets d'ajouter que le locataire qui ne va pas payer son loyer paraît toujours comme étant quelqu'un de très solvable au départ. Donc, certes, vous pouvez très bien vous en remettre à votre intuition, mais il est quand même bien de s'en remettre aussi aux documents. Et moi, quoi qu'il arrive, je prends toujours une garantie loyer impayé gratuite si c'est possible. Si ce n'est pas possible, je prends une garantie loyer impayé
payante. Il y a plein de sites internet là-dessus, il y a plein de compagnies d'assurance, il y a plein d'organismes sociaux différents qui peuvent se porter caution gratuitement pour le locataire. Donc ça, c'est le premier choix. Pour terminer sur le risque d'avoir le mauvais locataire, si vous êtes dans une région de France ou dans un quartier d'une ville de France qui attire uniquement des mauvais locataires, ça arrive, je ne voudrais pas faire de stigmatisation, mais il peut y avoir des quartiers dans des villes où vous allez avoir des locataires à problème. Honnêtement, on est ici sur la chaîne des investisseurs intelligents. Vous n'avez pas le droit de vous embêter avec ce type de bien parce que ça va vous pomper toute votre énergie et vous n'allez pas endormir, vous allez faire un investissement, un deuxième investissement, ça va vous coûter beaucoup d'argent, vous allez tout revendre avec perte et fracas. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'éviter ça et de vivre uniquement dans des logements et avec une fréquentation que vous pourriez assumer vous-même en tant que personne. Si vous êtes OK en termes par rapport à vos standards à vous, si vous pouvez vivre dans le logement que vous allez acheter pour investir, c'est OK. En tout cas, ce sont les règles que j'utilise pour moi. Pour terminer sur le chapitre des mauvais locataires, n'oubliez pas que vous devez toujours préférer la solution amiable qui est bien souvent moins onéreuse, beaucoup plus rapide et que votre seul objectif, ce n'est pas de récupérer le montant des loyers impayés que vous avez, donc récupérer de l'argent. Ce que vous devez impérativement, c'est récupérer votre logement pour soit le vendre et acheter ailleurs si jamais vous n'êtes pas dans un bon quartier, soit pour remettre en place un locataire avec différentes garanties qui vont vous permettre d'être serein et de continuer votre chemin d'investisseur en continuant à acheter des biens locatifs. Donc ça, c'était le premier écueil dans lequel vous pouvez tomber. Le deuxième écueil dans lequel vous pouvez tomber, c'est le bien qui ne se loue pas. Vous avez acheté un bien immobilier très peu cher dans un coin de France dans lequel il n'y a absolument aucune tension locative. Pourtant, lorsque vous avez acheté le bien, il était déjà loué, donc vous vous êtes dit tiens, il est déjà loué, donc c'est pas mal. S'il est loué, ça veut dire qu'il est louable, ça veut dire qu'il y a de la demande. Mais non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire tout simplement que le bien que vous achetez est loué. C'est tout ce que ça veut dire. Il est loué. Ça ne veut pas dire qu'il va être relouable facilement après. Vous devez donc toujours bien mesurer la tension locative avant. Et dites-vous bien quelque chose, c'est que si le bien immobilier est vendu très peu cher alors qu'il est bien avec une bonne rentabilité brute, c'est peut-être et souvent que y a un petit loup qui se cache quelque part et ça peut être dans une zone de France dans laquelle la tension locative est basse. Alors, si vous êtes dans une ville de France qui perd des habitants et dans laquelle il est assez compliqué de retrouver un locataire, ce que vous pouvez faire, c'est lorsque vous avez un logement qui est vacant, vous allez jouer sur la décoration, vous allez jouer sur l'état du bien pour faire en sorte que si dans cette ville-là, il y a 200 biens qui sont à la location et qu'il y a une demande annuelle de 50 nouveaux locataires, eh bien vous devez faire en sorte que votre bien va se positionner dans les premiers en termes d'effet wow, c'est-à-dire d'effet coup de foudre pour que les nouveaux candidats locataires trouvent preneur dans votre appartement, élisent votre appartement comme étant le bien idéal et vont délaisser les logements de moins bonne qualité. C'est une façon de parer au manque de locataires et si jamais vous faites ça et que le bien immobilier ne se loue pas, eh bien il peut être judicieux de se séparer de ce bien-là rapidement pour que vous puissiez réinvestir ailleurs dans un bien dans une ville où la tension locative sera supérieure. Je vous dis ça, c'est vraiment super important parce qu'il n'y a rien de pire qu'un bien immobilier qui ne se loue pas. D'accord ? S'il ne se loue pas, ça veut dire que c'est vous, Monsieur Dupont, de votre poche, qui allez devoir rembourser votre crédit bancaire. Vous allez complètement dégrader votre capacité d'endettement. Vous allez faire un bien. Vous allez vous dire non, sur YouTube, tous ces gars qui parlent d'immobilier disent n'importe quoi. Vous allez vous énerver. Moi, je vous dis, la tension locative, c'est vraiment un point qui est non négociable. N'oubliez pas le triptyque qui est vraiment impératif lorsqu'on fait de l'immobilier locatif, c'est autofinancement, tension locative et qualité du bien. Si vous avez un de ces trois pieds qui manque, c'est comme le tabouret à trois pieds, il ne peut pas tenir debout. C'est aussi simple que cela. Maintenant, j'en arrive à la troisième catégorie, le bien qui se loue, qui a une bonne tension locative, qui a un bon locataire en place, mais qui vous fait perdre de l'argent. Il vous fait perdre de l'argent, ça veut dire qu'aux yeux du banquier, si vous gagnez par exemple 2 000 € net par mois et que ce bien-là vous coûte tous les mois par rapport au loyer que ça vous rapporte, au crédit que ça vous coûte peut-être 500 €, et bien aux yeux du banquier, vous ne gagnez plus 2 000 € par mois, mais vous gagnez 2 000 moins 500, donc 1 500 € par mois.
lesquels vont servir à calculer votre taux d'endettement. Si vous faites 2 opérations comme ça, eh bien vous allez être complètement bloqué, vous n'allez pas pouvoir en faire plus. Si vous respectez la règle des 70%, eh bien votre bien va s'autofinancer. S'il s'autofinance, vous allez pouvoir en faire 1, en faire 2, puis en faire 3, puis enfin continuer jusqu'à atteindre votre véritable taux d'endettement. N'oubliez pas que le banquier va intégrer le montant des loyers à venir et va le pondérer à hauteur de 70% pour calculer votre taux d'endettement. Donc, si vous respectez cette règle de base de l'autofinancement, il va pouvoir vous prêter encore et encore jusqu'à ce que vous atteigniez complètement votre taux d'endettement. Donc, si jamais, la règle que je peux vous donner par rapport à ça, c'est que si votre bien immobilier ne respecte pas la règle des 70%, il y a plusieurs solutions. Soit vous remettez de l'argent, vous remboursez une partie du capital restant dû sans toucher à la durée de votre crédit. Comme ça, vous allez faire baisser le montant de vos mensualités pour que ça atteigne la règle de l'autofinancement. Je rappelle très rapidement la règle des 70%. Si votre appartement rapporte 1 000 € hors charge par mois de loyer, vous ne devez pas avoir plus de 70% de 1 000 €, donc 700 € par mois de crédit à rembourser. Donc, quand je parle de 700 € par mois, c'est capital, intérêt, assurance, c'est tout compris, d'accord? C'est la ligne de prélèvement que la banque prêteuse prélèvera sur votre compte courant pour votre investissement, pour procéder au remboursement du crédit que vous avez fait pour cet investissement locatif. Donc si vous respectez cette règle de base de 70%, il n'y a pas de souci, vous êtes à l'autofinancement, vous êtes à l'équilibre. Ça veut dire que ce bien-là ne vous coûte pas, ne touche pas à votre trésorerie. La deuxième solution que vous pouvez faire, je rappelle que la première que j'ai donnée, c'est de remettre du capital. Si vous n'avez pas de capital, négociez avec votre banquier pour qu'il allonge la durée de remboursement du crédit pour faire baisser les mensualités. Faire baisser les mensualités viendra à vous rapprocher de cette règle des 70%. Et si vraiment vous essayez de faire absolument tout et que le bien n'est pas rentable et que vous voulez quand même investir, eh bien il est temps peut-être de se débarrasser de ce bien-là pour ensuite acheter un autre bien immobilier dans une ville qui permettra un autofinancement beaucoup plus simple. Tout dépend, quelle est votre stratégie? Est-ce que vous voulez faire plutôt des investissements rentables ou est-ce que vous voulez faire plutôt des investissements patrimoniaux? Quoi qu'il arrive, chers amis, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de fatalité. Vous pourrez toujours réparer les erreurs faites par le passé, même si cela doit passer par une vente, même si vous avez acheté un bien 150 000 € et que 5 ans après, vous avez des problèmes, il faut le revendre 130 ou 140 000 €. Écoutez, il vaut mieux peut-être perdre 10 000 €, rembourser le crédit de la banque et puis porter vos espérances vers un autre bien immobilier en changeant votre stratégie. Mais n'oubliez pas que vous devrez arbitrer. Si les investissements passés que vous avez faits ne rentrent pas dans le cadre de l'atteinte de vos objectifs, vous devez arbitrer, vous devez vous séparer de vos biens immobiliers. Soit vous changez la stratégie de location, soit vous changez la fiscalité de la location, soit vous agrandissez ou vous rétrécissez la durée du crédit que vous avez fait. Bref, en tout cas, il y a toujours des solutions, vous devez remanier, vous devez agir. Chers amis, dites-moi en commentaire de cette vidéo quels sont les problèmes que vous avez rencontrés dans vos précédents investissements immobiliers, mais surtout, dites ce que vous avez fait pour justement réparer les erreurs faites par le passé. Cette vidéo est terminée, chers amis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider un de vos proches. En tout cas, n'oubliez pas que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!